Le ministère des Mines organise depuis ce matin un atelier de validation des propositions de modification de l'ordonnance 93-16 du 2 mars 93. Détail dans cette édition. Ahmed Ahmad est désormais le nouveau président de la Confédération africaine de football. Il a battu l'ancien président Issa Hayatou. Détail également dans cette édition. Jeudi 16 mars 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. L'affaire État du Niger, Société Africa continue de susciter des réactions, surtout après la sortie médiatique hier sur la chaîne nationale du juge en charge de cette affaire. El Hadj Abdou Idi, acteur de la société civile, se prononce par rapport à cette affaire. On l'écoute. L'irréparable s'était déjà produit. L'image du Niger a été écornée. Les biens du Niger ont été violés parce qu'ils sont gelés. Certains ont été saisis. En dehors de ce qu'il y a en France, notre village qui se trouve à New York. C'est la même chanson, bien avant. On nous avait fait savoir qu'il y avait des emails compromettants. Malheureusement, ces emails-là, d'abord, c'était des photocopies qui ont été versées au dossier. Et le juge d'exécution de Nanterre, il disait qu'ils ne sont pas clairs ni explicites pour corroborer ce qu'ils appellent fraude. Bien, à le suivre, à l'entendre que maintenant ils ont conforté leurs éléments de preuve et qu'ils ont attaqué pratiquement toutes les décisions. Ils ont attaqué la convention par laquelle le Niger a renoncé à son immunité. Ils ont attaqué l'ordonnance, c'est-à-dire l'exécution de la sentence arbitrale. Ils vont faire un recours en révision. Ce qui est sûr ici, en droit, c'est un avocat, en droit, résilier unilatéralement un contrat à un coup. Ça, c'est élémentaire. Vous ne pouvez pas résilier unilatéralement un contrat. Et résilier un contrat unilatéralement à un coup. La décision de base n'est pas la sentence arbitrale. La décision de base, c'est l'arrêt numéro 1304 du 23 janvier 2013 de la Cour d'État du Niger, qui a déclaré un excès de pouvoir. Donc le Niger ne devrait pas unilatéralement rompre le contrat. El Hadj Abdou Idi, que vous pourrez d'ailleurs suivre en partie magazine de cette édition. Le bureau politique national du Modenfa Lumana a rendu public hier après-midi au siège du parti une déclaration. Celle-ci est relative à la situation du président du parti consécutivement à la décision de justice intervenue il y a 72 heures. Le résumé de la déclaration avec Adamou Soumana et Chebou Guissou. Cette rencontre du bureau politique national du Modenfa Lumana Africa avec ses militantes et militants vise à apprécier la situation politique de leur parti consécutive à la décision de la Cour d'appel de Niamey relativement à leur leader Hamamadou. Ainsi, le bureau politique national du parti au cheval blanc ailé dégage ses constats. Si donc la justice, par sa décision du lundi 13 mars 2017, considère que désormais au Niger, la faute supposée de l'assistant d'un président de l'Assemblée nationale est obligatoirement commise avec la complicité de ce dernier, sans qu'il soit besoin de preuves pour le sanctionner, alors comment fera-t-elle pour ne pas admettre
qu'un directeur de cabinet d'un président de la République ne puisse détourner 200 milliards sans la complicité de celui-ci qui l'a envoyé en mission pour l'accomplissement de cette forfaiture. Au surplus, comment faire croire au peuple nigérien qu'un délit présumé de supposition d'enfant porte plus gravement atteinte à la quiétude des Nigériennes et des Nigériens que la souveraineté nationale ou la prédation massive et organisée des maigres ressources du pays. Pourtant, la justice prétendument indépendante comme le proclame partout Issoufou Mahamadou reste inerte et tremblante face à ces crimes dont les conséquences sur le destin du pays sont indiscutablement d'un effet plus que dévastateur. Pendant ce temps, des dizaines de nos camarades croupissent en prison pour un coup d'État par SMS ou un détournement de deniers dont les donateurs ont certifié la bonne utilisation. Face à cette situation, le Bureau politique national de Modem F. Aloumana fait la mise en garde qui suit. Le moment venu et les signes avant-coureurs sont déjà là. Chacun devra assumer ses responsabilités dans la tragédie que vit notre cher pays, le Niger. En tout état de cause, le Modem F. Aloumana Africa, fidèle à sa tradition de lutte et d'engagement, se déclare prêt et déterminé à mener vaille que vaille ce combat, à lui imposer jusqu'à la victoire finale. Plus que jamais, le Modem F. Aloumana Africa fait bloc autour de son Excellence Hama Amadou. Il est déterminé à faire face à la situation qui ne nous laisse du reste aucun autre choix que la lutte active et permanente, car la ligne rouge vient d'être franchie. Aucune force sur terre, ni aucune ruse ou combine ne nous détournera de notre noble objectif de conduire son Excellence Hama Amadou à la tête du Niger. La détermination des lomanistes à défendre vaille que vaille leur leader Hama Amadou présage des lendemains aux conséquences gravissimes pour la quiétude sociale du pays. Je le disais en titre, cérémonie d'ouverture d'un atelier de validation des propositions de modification de l'ordonnance numéro 93-16 du 2 mars 1993 relative à l'artisanat minier. C'est un atelier organisé par le ministère des Mines. Le compte-rendu, Arieta Salah et Abdel Nasser Seydou. Cet atelier qui se veut de réflexion pour une réforme du secteur de l'artisanat minier au Niger est l'initiative du ministère des Mines financée par la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la compétitivité et à la croissance à Prague. Pour enrichir la réflexion, des fondamentaux ont été pris en compte. Il s'agit notamment de l'article 2 de l'ordonnance 93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière qui stipule les gîtes naturels des substances minérales ou fossiles contenus dans le sous-sol ou existants en surface sont sur le territoire de la République du Niger la propriété de l'État et ils ne peuvent être, sous réserve de la présente ordonnance, susceptibles d'aucune forme d'appropriation privée. De la réflexion sur ces fondamentaux, le groupe de travail a formulé des propositions de modification de certaines dispositions de la loi minière. Après un mois de travail, nous voilà réunis à Niamey pour examiner, amender et formuler des propositions de réforme de l'ordonnance ci-dessus citée. Le ministre des Mines a dans son discours expliqué les motivations de modification de l'ordonnance numéro 93-16 du 2 mars 1993 relative à l'artisanat minier qui fait l'objet de validation au cours du présent atelier. Les réformes envisagées permettront à terme d'instituer des zones d'exploitation minière artisanale et à petite échelle à l'échelle du pays, de promouvoir l'émergence d'investisseurs miniers nationaux, de réglementer la commercialisation et l'exploitation des produits issus de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, de disposer d'une structure d'encadrement technique et d'accompagnement des exploitants miniers, d'atténuer les impacts sociaux
et environnementaux et d'accroître les recettes fiscales de l'État. Aussi, dans la perspective de la mise en œuvre de ces réformes, il est prévu une modification du code minier pour prendre en charge les aspects qui leur sont liés. De même, une période transitoire sera observée durant laquelle mon département ministériel prendra toutes les dispositions qui sied pour l'application de ces réformes. Au vu de la diversité des participants qui sont les autorités administratives, régionales et départementales, les chefs coutumiers, les élus locaux et la société civile, les résultats attendus seront sans doute atteints. Dans son discours d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de l'année 2017, le président de cette institution a encouragé les jeunes entrepreneurs nigériens innovateurs. L'Association nationale pour la promotion des innovations et des inventions demande aux autorités d'aider les jeunes innovateurs et inventeurs. Le reportage de Asma Ousseidou. Ils sont nombreux, les jeunes Nigériens engagés de mettre en pratique leur savoir-faire et leurs ingéniosités. Ils créent, ils innovent, ils inventent pour contribuer au développement du pays. La deuxième personnalité du Niger encourage ses entrepreneurs à faire davantage. Je félicite tous ces Nigériens qui dépensent leur énergie à innover dans tous les domaines de la technique et du savoir, à l'instar d'Abdou Maman Kane, promoteur d'une agriculture intelligente. Partant des exemples comme celui-ci, mes collègues et moi-même souhaitons envoyer à tous nos jeunes compatriotes ce message simple. Soyez excellents dans ce que vous entreprenez et soyez fiers de faire mieux que vos aînés. C'est ce nécessaire conflit de génération, porteur de progrès, que nous réclamons pour assurer la succession de nos héros nationaux. Une reconnaissance qui honore l'Association nigérienne pour la promotion des inventions et innovations. Ce n'est que honneur à la représentation nationale. Il a souligné la volonté donc de la représentation nationale à soutenir les inventeurs et nous avons beaucoup apprécié qu'il ait même cité des inventeurs talentueux. Le génie créateur des Nigériens a amené les instances mondiales des inventions et innovations à porter leur choix sur le Niger pour abriter le centre de transfert de technologie. La Fédération mondiale a décidé de créer un réseau des associations d'inventeurs, pas du tout, un centre de transfert de technologie pour ce réseau. Et ce centre de transfert de technologie, après donc grande compétition des 55 pays africains, c'est encore le Niger qui a été choisi pour accueillir ce centre. Cependant, des inquiétudes planent autour de cet important projet. Donc on dirait que ce n'est pas un centre d'un si grand intérêt que nous avons amené pour ce pays-là. Donc notre première préoccupation, c'est de dire au président de l'Assemblée nationale que autant que notre collègue a pu faire des choses intéressantes dans le domaine de l'irrigation, autant aussi dans le domaine du rassemblement des inventeurs, nous avons fait des choses importantes. Dans le domaine des inventions, le Niger regorge d'énormes potentialités. Il suffit seulement de les accompagner pour que leurs rêves deviennent une réalité. Un autre reportage qui nous amène cette fois-ci à la devanture de l'hôpital national où commerçants et ordures cohabitent ensemble. Une cohabitation qui n'est pas sans conséquence pour la santé. Le reportage. Nous sommes ici derrière le mur de l'hôpital national de Niamey, à l'extension du quartier Combo. C'est ici, dans ces ordures et déchets, que les commerçants, jadis à la devanture de l'hôpital national, se sont retrouvés pour leur commerce dans des conditions d'hygiène qui laissent à désirer. Je pense que c'est pas du tout une bonne idée parce que à cause de l'hygiène, ça peut aussi parce que c'est pas bon de manger là dans des endroits qui n'est pas propres. Si c'était chargé quand même, mais c'était plus proche et ça aide aussi les gens qui travaillent dedans à l'hôpital. Ils peuvent venir prendre la réception et ça l'engage. Mais le fait de marcher de là-bas jusqu'ici, et puis c'est coincé encore, il n'y a pas l'hygiène, il n'y a pas hygiène, ils n'ont pas propre, c'est pas clean quoi. Oui, ici on peut les ramener ici, ça va enrager tout le monde.
même les étudiants, le docteur et les infirmiers, les stagiaires aussi. Là, le marché, là, ce n'est pas bon. Si on veut trouver, il faut qu'on amène ici le marché parce que là-bas, il y a beaucoup de saleté. Là-bas, là, c'est mauvais, voilà. Sinon, on risquait de prendre des maladies même. Parce que là-bas, c'est mauvais. Voilà, ici, on peut trouver. Ici, là, même en regardant même, on va voir qu'ici, c'est bon pour les vendeurs. Parce que là-bas, là, c'est mauvais. Quand on regarde même, on va voir que là-bas, il y a beaucoup de saleté. Et puis, la circulation était coincée. Quand nous voulons passer pour aller à l'école, nous voyons que toute la route est coincée. Ici, quand on amène ici le marché, on peut passer sans problème. Là-bas, là, pour même les maladies qui sont ici, là, s'ils voulaient qu'ils vont sortir pour acheter quelque chose à manger, si c'est ici, c'est bon pour eux. Parce que là-bas, là, c'est un peu loin pour eux. En regardant même, c'est un peu loin. Là-bas, là, c'est mauvais. Si on veut trouver ici, ou bien ils vont trouver quelque part pour eux, c'est bon comme ça. Parce que ici, là, c'est mauvais. Les occupants de ces lieux demandent aux autorités de revoir leur cas. Surtout que ce marché est essentiellement pour les gens de l'hôpital, notamment les accompagnants et même les agents. Le venu de ce côté, dans l'attente de voir s'ils vont avoir un éclairement sur nous. On continuera à leur lancer notre appel qui est celui de nous laisser reprendre nos activités. Une situation qui doit interpeller plus d'un, car douche publique, déchets, ordures, lieux pour se soulager et aliments ne peuvent cohabiter au même endroit. C'est un des titres de cette édition. La Confédération africaine de football CAF a désormais un nouveau patron. Il s'appelle Ahmed Ahmad, président de la Fédération malgache de football, qui a battu Issa Hayatou sur le score de 30 voix contre 24. Le reportage de Ibrahim Tikiri. C'est une page de l'histoire de la Confédération africaine de football qui vient de se tourner. Issa Hayatou, à la tête de la CAF, a été battu hier à Addis Abeba au cours de l'Assemblée générale élective de l'instance africaine de football. Et pourtant, face à un adversaire inconnu, à savoir le malgache Ahmed Ahmad, Issa Hayatou a recueilli 20 voix contre 34 pour son challenger. À la tête de la CAF depuis 28 ans, le lion de Garoua quitte la CAF par la petite porte et paie les frais d'un ras-le-bol d'une gestion clanisée de la CAF. Le nouveau patron de la CAF, à savoir le malgache Ahmed Ahmad, est un inconnu du milieu de la CAF. Sa candidature au poste du président de la CAF a été encouragée et soutenue par une grosse majorité des fédérations de la COSAFA et des pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Niger. Voilà, comme annoncé, place à présent à la partie magazine consacrée à la réaction de El Hadji Abdou Idi sur l'affaire qui oppose l'État du Niger à la société africaine. Très bonne réception à vous. En réalité, l'irréparable s'était déjà produit. L'image du Niger a été écornée. Les biens du Niger ont été violés parce qu'ils sont gelés. Certains ont été saisis. En dehors de ce qu'il y a en France, notre village qui se trouve à New York. C'est la même chanson, bien avant. On nous avait fait savoir qu'il y avait des emails compromettants. Malheureusement, ces emails-là, en réalité, l'irréparable s'était déjà produit. L'image du Niger a été écornée. Les biens du Niger ont été violés parce qu'ils sont gelés. Certains ont été saisis. En dehors de ce qu'il y a en France, notre village qui se trouve à New York. C'est la même chanson, bien avant. On nous avait fait savoir qu'il y avait des emails compromettants. Malheureusement, ces emails-là, d'abord, c'était des photocopies qui ont été versées au dossier. Et le juge d'exécution de Nanterre,
il disait qu'ils ne sont pas clairs ni explicites pour corroborer ce qu'ils appellent fraude. Bien, à le suivre, à l'entendre, que maintenant ils ont conforté leurs éléments de preuve et qu'ils ont attaqué pratiquement toutes les décisions. Ils ont attaqué la convention par laquelle le Niger a renoncé à son immunité. Ils ont attaqué l'ordonnance, c'est-à-dire l'exécution de la sentence arbitrale. Ils vont faire un recours en révision. Ce qui est sûr ici, en droit, c'est un avocat, en droit, résilier unilatéralement un contrat à un coup. Ça, c'est élémentaire. Vous ne pouvez pas résilier unilatéralement un contrat et résilier un contrat unilatéralement à un coup. La décision de base n'est pas la sentence arbitrale. La décision de base, c'est l'arrêt numéro 1304 du 23 janvier 2013 de la Cour d'État du Niger, qui a déclaré un excès de pouvoir. Donc le Niger ne devrait pas unilatéralement rompre le contrat. La sentence s'est appuyée sur l'arrêt de la Cour. L'arrêt 141 de la CCJA s'est appuyé sur l'arrêt de la Cour d'État du Niger. Malheureusement, devant la Cour d'État du Niger, les avocats là, ils n'étaient pas présents. L'État du Niger, c'est par défaut contre l'État du Niger, on a rendu l'arrêté. Et le délai passé, le Niger n'avait pas réagi. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans cette aventure. Et l'affaire Africar contre l'État du Niger n'a existé que parce qu'il y a un laxisme et une irresponsabilité d'une extrême simplicité. Ça ne devrait pas, dans un État normal, ça ne doit pas. Mais nous sommes un État, avec tous les instruments à la disposition d'un État. Mais comment vous pouvez imaginer que des gens versent des photocopies? Verser des photocopies, c'est mettre en doute même l'authenticité. Et la décision de Paris a relevé cela. Supposons même, ils ont pris une autre option, supposons même que c'est des bonnes copies, mais on dit que les courriels ne sont pas si clairs et explicites. Maintenant, il nous sort d'autres éléments, il dit qu'ils ont d'autres éléments. Que la sentence arbitrale, le rendu de la sentence arbitrale a été émaillé de fraude implacable. Les citoyens méritent la vérité. Il faut dire la vérité aux citoyens. Déjà, le fait que nous résilions le contrat unilatéralement, ça a un coût. Expliquons cela d'abord aux citoyens. Il ne sert à rien de nourrir l'opinion d'illusion. Ils nous ont dit qu'ils ont des emails compromettants et nous avons vu la limite de leurs emails compromettants. L'heure n'est pas au jeu, n'est pas à la démagogie. Non. Les citoyens sont jaloux de leurs biens. Parce que la Constitution du Niger a dit que les biens sont sacrés, les biens publics. Une société que eux-mêmes qualifient d'escrocs, comment ils peuvent se faire entraîner par cette société?
Je pense que l'heure est à la lecture du droit, l'heure est à une attitude de droit pur et dur. Et nous espérons, nous osons vraiment espérer que cette fois-ci, ils ont vraiment des preuves. Nous osons espérer, comme il l'a dit l'avocat, que judiciairement, ils ont validé les éléments de preuve. Et nous espérons que effectivement leurs éléments de preuve sont confortés. Parce que cette affaire-là n'a que trop duré. L'image du Niger se corne davantage. Et chaque temps qui passe, il y a un taux d'intérêt qui s'accumule. On prend plus de temps à aller. Honnêtement, si on n'a pas les éléments, et ça ne sert à rien dans tous les cas, c'est devant les juridictions qui sont à l'extérieur du Niger. Et la justice, c'est le droit, c'est des éléments de preuve, ce n'est pas de la rhétorique. Ce n'est pas de la rhétorique. C'est pas parce que les gens tirent sur tous ceux qui bougent. C'est pas parce que les gens tirent sur tous les citoyens qui sont lucides et qui posent le vrai débat et qui, par amour de leur pays, ils n'arrivent pas à accepter cette situation. Non, c'est devant les juridictions et les juridictions, c'est des éléments de droit. Où on a les éléments de droit? Et que le jour de l'audience, l'on découvrira si ça existe. Ou si on n'a pas d'éléments de droit, ça ne vaut pas la peine de traîner l'affaire. Il faut chercher, comme le stipulent les contrats, un accord à l'amiable. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a aucune option. Maintenant, ils vont attaquer, ils vont aller à recours. Mais il faut que le recours soit recevable d'abord. Est-ce que la CCJ a reçu le recours? Est-ce que le recours est recevable? Si le recours est recevable, maintenant dans le fond, est-ce qu'ils ont véritablement les éléments? Au lieu, par exemple, d'aller à Paris produire des photocopies, mais le Niger, s'il croit à l'existence de ces mails-là, ils peuvent demander devant le tribunal à ce que l'autre partie produise ces éléments. Mais aller produire des photocopies et après sortir nous dire que nous connaissons les failles de notre dossier, que l'État est contre nous, donc on avait enclenché la procédure, tout en sachant notre faille, tout en connaissant la faille du dossier. Non, ça ce n'est pas bien. Nous sommes un État. Nous devrons nous respecter. Mais à Paris, là, il y a des Nigériens qui ont obtenu leur diplôme de magistrature à Paris et ils n'ont pas été nuls. Il ne manque pas de compétences nigériennes dans ce domaine. Moi, j'étais outré quand j'ai lu le jugement de 14 mars passé, là. Quand j'ai lu que nous avons présenté des photocopies, que les courriels dont s'appuient les avocats, ces courriels-là, le contenu même ne détermine rien du tout. Le contenu même n'est pas clair ni explicite pour corroborer leur présupposée fraude. Donc vraiment, il est grand temps. Nous, ce que nous demandons, ce n'est pas l'heure de la rhétorique. Ici, là,
c'est une affaire judiciaire. La rhétorique, les magistrats ne coûtent pas la rhétorique et ils le savent très bien. C'est des éléments de droit. Est-ce que nous avons les éléments de droit? C'est ça la question principale. Ou bien, les éléments dont ils se prévalent, c'est la même chose que les emails compromettants dont ils ont fait bruit? Non, il est grand temps de s'arrêter et de nous dire la vérité. Si on a des éléments, donc il n'y a pas de problème, nous les encourageons à aller s'ils ont vraiment, véritablement des éléments de droit. Mais s'ils n'en ont pas, il faut chercher à l'amiable à trouver une solution, parce que le Niger, ça a coûté déjà trop cher. L'image du Niger est écornée. Et ça fait honte pour un État qui se fait traîner dans la boue par une société de droit île Vierge britannique, un paradis fiscal, que nous, ces gens-là, ils disaient que ce sont des escrocs. Comment vous pouvez accepter de renoncer à l'immunité du Niger devant des escrocs? Comment? Donc, vraiment, pour me résumer, nous sommes fatigués. Ça, là, ça ne doit pas prospérer. Il faut arrêter le cirque. Si ils ont véritablement des éléments différents de leurs emails compromettants qui ont été balayés à Paris, nous les encourageons à étoffer. Parce que nous l'avons dit, ceux qui étaient en charge de ce dossier-là devraient être démis de leurs fonctions. On l'avait dit, on ne nous a pas entendus. Ils devraient être démis de leurs fonctions pour mettre des citoyens nigériens à même de recoller les morceaux. Ici, là, il s'agit de recoller les morceaux. Ils devraient être balayés. On ne les a pas balayés. Ils sont sortis, ils ont dit qu'ils ont des emails compromettants. Nous avons suivi et le résultat a été le 14 mars, nous l'avons vu. Donc cette fois-ci là, nous osons espérer qu'ils ont véritablement les éléments pour vraiment démontrer qu'il y a eu une fraude implacable comme l'a souligné l'avocat. Et s'il n'y a pas véritablement d'éléments, si les éléments dont ils se prévalent sont de la même nature que les emails compromettants là, vraiment on cherche à l'amiable à régler le problème. L'heure n'est pas à la démagogie, l'heure n'est pas à la rhétorique. Nous sommes sur un terrain de droit, avec une société spécialisée dans ces affaires-là. Ce genre de société-là, c'est dans ça il faut l'argent. Quand vous les avez en face, il n'y a pas de kam comme on dit. Il faut des gens aguerris et qui savent ce qu'ils font. Donc vraiment, il est grand temps, véritablement, si réellement, ils ont les éléments, des vrais éléments, nous les encourageons à les produire.